Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Qu'est-ce que le système LMD? 1.0. Introduction. Dans cette première articulation de notre argumentation, on définira, tout d'abord le système LMD. Ensuite, on s'attachera à expliciter les raisons qui ont entraîné la naissance et la mise en œuvre de cette importante réforme dans son espace originel. On explicitera, enfin, les évolutions structurelles et organisationnelles qu'impose cette importante réforme dans l'architecture de la formation supérieure. Ce chapitre comporte 4 sections principales. Dans une première section, nous définissons ce que l'on entend par LMD. Dans la seconde, nous entrons dans l'histoire récente de l'Europe pour comprendre la pertinence de cette réforme. La troisième section est consacrée à une présentation des fondements de cette réforme. La quatrième section, quant à elle, récapitule les principales étapes de mise en œuvre du LMD en Europe, depuis la conférence de Paris en 1998 jusqu'à la conférence de Bergen en 2005. 1.1. Qu'est-ce que le LMD? 1.1. Généralité. Le sigle LMD est l'abréviation de 3 concepts, licence L, master M et doctorat D. Il s'agit d'une nouvelle architecture de l'enseignement supérieur qui vise à construire un espace européen de l'enseignement supérieur, EES, facilitant la mobilité des étudiants en Europe, assurant la reconnaissance mutuelle des diplômes européens et permettant de mettre en cohérence les différents systèmes nationaux en même temps qu'il promeut la coopération entre universités. Cette architecture de l'enseignement supérieur repose sur 3 grades, licence premier cycle, master second cycle et doctorat troisième cycle, qui sont communs à l'ensemble des pays européens impliqués dans le processus de Bologne. Concrètement, l'ensemble des diplômes s'articule désormais autour des 3 grades tels que décrits ci-après. Le premier cycle, la licence grade L s'obtient en 3 ans et est divisée en 6 semestres selon 3 niveaux, L1, S1, S2, L2 53 à 54 et L3 S5 S6. Le deuxième cycle, le master grade M, s'obtient en 2 ans soit 4 semestres après la licence et se distingue en master 1, l'ancienne maîtrise, et en master 2, les DEA et DESS étant remplacés par des masters recherche ou professionnels. Le troisième cycle, le doctorat grade D, s'obtient en 3 années après le master recherche. Ces grades s'obtiennent par l'acquisition de crédits ECTS transférables d'une université à l'autre dans chaque pays, et à l'échelle européenne. Les 2 graphiques des pages suivantes, que nous avons empruntés au site web de l'Université du Sud Toulon-Var en France, permettent de comprendre les changements qu'impose cette réforme dans l'architecture des diplômes. Le premier schéma présente l'architecture des études supérieures en France avant la réforme du LMD, alors que le schéma suivant présente l'architecture européenne du LMD. En comparant les graphiques 1 et 2, ci-dessus, on voit bien que la réforme LMD modifie la structure de formation. L'objectif de cette réforme en Europe, jusqu'à 2010, c'est de conduire les universités à adopter une architecture harmonisée des études supérieures fondée sur 3 niveaux, correspondant à des grades L, M et D dans ce processus de construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il s'agit de faciliter et d'encourager la mobilité des étudiants dans les différentes composantes d'un même établissement et dans différentes universités européennes, assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes européens, et d'offrir une alternative au modèle américain. Cela oblige les pays participants au processus de Bologne à mettre en cohérence les différents systèmes nationaux, et à promouvoir la coopération entre universités. La réforme LMD a aussi pour objet d'accroître l'efficience du système universitaire. Cette réforme réduit considérablement les taux d'échec que connaissaient les filières traditionnelles, et de faire des économies de moyens en limitant les options n'attirant que de tout petits flux et en permettant à un étudiant d'aller chercher ailleurs une option que son université ne propose pas. Il s'agit enfin de développer le concept de formation continue tout au long de la vie grâce à la conception modulaire des enseignements et à la capitalisation des crédits. 1.1.2. Description du dispositif. L'organisation du système LMD repose sur 5 principes suivants. 1. Semestrialisation des enseignements. 2. Organisation de la formation en unités d'enseignement.
3. Mise en œuvre du système européen des crédits ECTS. 4. Offre de formation par domaine. 5. Architecture de formation en parcours type. Ci-après, nous décrivons chacun de ces principes, qui sont adoptés par l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur arrimés au système LMD. A. Semestrialisation des enseignements. Dans le schéma LMD, l'unité de référence n'est plus l'année universitaire mais le semestre. On parle de premier semestre de licence S1, deuxième semestre S2, troisième semestre S3, et ainsi de suite. L'ensemble des formations est organisé selon le découpage LMD. 6 semestres pour la licence, 4 semestres après la licence pour obtenir le master et 6 semestres après le master pour obtenir le doctorat. Chaque semestre correspond à des objectifs pédagogiques précis, par exemple, l'acquisition des connaissances générales en S1, S2, etc. Un enseignement se termine et se valide normalement au cours d'un même semestre. B. Organisation de la formation en unités d'enseignement. Concrètement, chaque formation se décompose en unités d'enseignement, UE, et chaque UE comprend un ensemble d'enseignements constitutifs, EC, c'est-à-dire un ensemble de matières et a une valeur définie en crédits. Cette valeur est définie par chaque établissement en prenant en compte le nombre d'heures de travail estimé, cours magistral, TP, TD, travail personnel, etc., que l'étudiant doit fournir. Dans cette organisation, la validation d'une UE entraîne automatiquement l'acquisition définitive des crédits correspondants. C. Mise en œuvre du système européen de crédits ECTS. Le système des crédits européens ECTS représente, sous la forme d'une valeur numérique, 30 crédits par semestre affectés à chaque unité d'enseignement, le volume de travail que l'étudiant est supposé fournir. Les crédits expriment la quantité de travail que chaque unité d'enseignement requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d'études complète dans l'établissement. Les crédits sont donc affectés à une UE ou à un élément constitutif d'une UE. Ainsi, dans le cadre de l'ECTS, un semestre validé permet d'acquérir 30 crédits. Une année d'études, donc 2 semestres, est validée par 60 crédits. La licence est validée par l'obtention de 180 crédits, alors que le master est validé par l'obtention de 120 crédits supplémentaires après la licence, c'est-à-dire un total de 300 crédits. Les systèmes des crédits s'appliquent à toutes les activités d'enseignement y compris les stages, les mémoires, les projets personnels, etc. Le système des crédits ECTS s'applique à toutes les formes d'enseignement puisqu'il couvre aussi bien le présentiel que les formations à distance ou en ligne. Ils sont octroyés à l'étudiant qui a satisfait aux conditions de validation. Ils sont capitalisables et transférables. Ils sont capitalisables dans ce sens qu'ils sont acquis définitivement, qu'il y ait ou non une interruption des études. L'étudiant est totalement libre de gérer ses crédits et le rythme de ses examens, sauf limitations spécifiques à l'intérieur des composantes. Ils sont transférables dans ce sens que le système des crédits ECTS permet, en principe, la validation des unités d'enseignement effectuées dans toutes les universités européennes. D. Une offre de formation par domaine. Les domaines constituent, pour un établissement, le cadre général de l'offre de formation. Ils expriment des champs de compétences de cet établissement. Les domaines de formation permettent de décloisonner les cursus tout en assurant une meilleure lisibilité du dispositif de formation et de vérifier la complémentarité de l'offre de formation avec celle des autres établissements. Ils facilitent, en outre, l'organisation d'une offre de formation en cohérence avec l'offre de recherche, adéquation entre les forces scientifiques de l'établissement et les axes stratégiques de son projet, et l'organisation de passerelles entre les différents parcours. Il faut bien comprendre que dans la dynamique LMD, si les universités vont continuer à délivrer des diplômes nationaux, elles ont une marge de liberté pour définir leur domaine de formation et mettre en place des parcours en fonction des priorités de formation. Dans cette perspective, les diplômes vont comporter des intitulés de domaine, de mention ou de spécialité définis par chaque université. Pour illustrer cette donne, on citera l'exemple de l'Université de Caen-Basse-Normandie dont l'offre de formation développe les interactions et complémentarités entre les disciplines droit, économie et gestion, à travers la définition du domaine droit-économie-gestion.
Si on s'attarde sur le cas de la licence d'administration économique et sociale délivrée par cette université, on voit bien qu'elle associe le droit, l'économie et la gestion. De même, la licence en économie-gestion associe l'économie, la gestion, la banque, les finances et les assurances. La licence en droit, quant à elle, tout en conservant ses spécialités, ouvre des passerelles vers l'économie et la gestion. Une offre de formation organisée sous forme de parcours type. Par parcours type d'une formation, il faut comprendre des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours types visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux. Ils sont monodisciplinaires, pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle. Il est important de rappeler que l'un des grands avantages de la réforme LMD, c'est qu'elle amène à passer d'une logique de parcours obligés à une logique de parcours plus fluide et flexible avec une part accrue d'individualisation. Les parcours types, qui sont construits par les équipes pédagogiques, intègrent des approches transdisciplinaires et pluridisciplinaires. Ces parcours de formation adaptés permettent l'orientation progressive de l'étudiant, en fonction de son projet professionnel ou personnel, la prise en compte de la diversité des publics et de leurs besoins. Ils intègrent l'acquisition des compétences transversales et facilitent la validation des acquis de l'expérience personnelle et professionnelle, et la validation des études supérieures à l'échelle européenne. À titre d'illustration, prenons l'exemple de l'Université Paris 13 qui propose dans son domaine sciences économiques et de gestion, une licence mention économie et gestion, avec 4 parcours. 1. Économie, 2. Gestion, 3. Management de la banque et des assurances, et 4. Management et gestion des entreprises. Les parcours comportent des UE obligatoires, des UE libres à choisir sur une liste établie par l'université et des UE optionnels. Ils intègrent, évidemment, l'acquisition de compétences transversales, à savoir les langues vivantes étrangères, l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication, la préparation à l'insertion professionnelle, etc. 1.2. Les fondements de la réforme LMD. Les fondements du LMD sont au moins de 4 ordres à savoir 1. La lisibilité, 2. La flexibilité des parcours, 3. La mobilité étudiante et 4. L'excellence des contenus et des dispositifs pédagogiques. 1.2.1. La lisibilité. La lisibilité concerne aussi bien l'offre de formation dans son ensemble que les formations elles-mêmes. La lisibilité est garantie de 2 manières. Tout d'abord, parce que l'offre de formation est structurée en grands domaines de compétences. Ensuite, parce que ces grands domaines de compétences permettent à chaque établissement de construire des options de formation, en licence, en master et en doctorat, qui se fondent sur les affinités et synergies qui existent entre ces différents domaines pour construire l'offre de formation de chaque établissement. 1.2.2. La flexibilité des parcours. La flexibilité réfère à l'exigence selon laquelle les cursus doivent se construire de telle sorte que chaque étudiant puisse avoir la possibilité de se réorienter jusqu'à un stade avancé de la formation. Pour prendre un exemple local, celui que nous avons construit pour l'Institut national des sciences de gestion, chacun des éléments de l'offre de formation a été défini dans cet esprit général. Les parcours sont construits de manière à permettre à l'étudiant de pouvoir changer d'orientation en cours de cursus sans perdre les acquis. Bien entendu, l'ensemble de l'offre de formation se fonde sur un socle, tronc commun qui permet à l'étudiant de disposer d'une compétence transversale pour accéder à une palette de master, recherche ou professionnelle. Il faut ajouter que le principe de flexibilité amène à prendre en compte les trajectoires de vie des étudiants qui peuvent alterner périodes d'études, périodes d'activité professionnelle voire périodes de réalisation de projets personnels. Dorénavant, et c'est crucial, un étudiant qui arrête sa formation à un stade donné pour une raison quelconque, pourra la reprendre ultérieurement même après plusieurs années en partant du niveau qu'il avait acquis. 1.2.3. La mobilité étudiante. Par mobilité, il faut comprendre la construction d'un dispositif de validation des acquis académiques accompagnant chaque parcours de formation. L'instrument de cette mobilité est le crédit. En Europe, et c'est important de le rappeler, ce système des crédits est dit ECTS. On rappellera encore que les ECTS représentent des unités de compte communes aux pays européens,
qui leur permettent d'évaluer les connaissances et les compétences acquises par les étudiants. Le principe des ECTS est que pour une formation donnée, les crédits acquis dans tout établissement d'enseignement supérieur habilité sont valables sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur européens. 1.2.4. L'excellence des contenus et des dispositifs pédagogiques. Du fait de la comparabilité immédiate de l'offre de formation, des contenus et dispositifs pédagogiques dans un espace d'enseignement supérieur standardisé et harmonisé, chaque établissement doit construire une dynamique compétitive. Cela passe, et c'est une évidence, par la qualité des équipes pédagogiques et de recherche. Cela passe aussi, et c'est tout aussi crucial, par une plus grande crédibilité des diplômes qui seront délivrés. La crédibilité des diplômes sera soutenue par l'annexe descriptive du diplôme. Il s'agit d'un supplément au diplôme, un document descriptif qui donne des informations sur le parcours suivi par l'étudiant, cohérence et originalité du parcours, aptitudes et compétences acquises. Le supplément au diplôme, délivré à chaque étudiant avec le diplôme obtenu, a un double objectif. Il facilite la mobilité de l'étudiant d'une université à l'autre, tant au niveau national qu'international, et 2, il constitue un atout important pour l'insertion professionnelle. 1.3. Pourquoi cette réforme en Europe ? Jusqu'à l'adoption de la réforme du système LMD, Déclaration de Bologne, mai 1999, le paysage européen d'enseignement supérieur se caractérisait par une très grande hétérogénéité entre États, parfois même entre établissements au sein d'un même État. Cette hétérogénéité s'expliquait avant toute chose par la différence de culture dans l'organisation de l'enseignement supérieur et par la complexité et la diversité des diplômes qui étaient délivrés. Pour illustrer cette idée, on prendra pour exemple quelques éléments de comparaison entre deux pays voisins, la Belgique et la France. En Belgique, on trouve par exemple le graduat Bac+2 et la licence spéciale, homologuée au niveau Bac+5 en France. Pour les mêmes niveaux en France, on trouve le DUG, le BTS, le DU, le DTS au niveau Bac+2 et le DEA, le DESS par exemple, au niveau Bac+5. Cet exemple tout à fait trivial entre la France et la Belgique représente l'arbre qui cache la forêt tant les situations étaient différentes entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, entre le Portugal et les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne, et ainsi de suite. Face à cette grande diversité, la réforme du LMD, telle que décidée par la Déclaration commune des ministres européens en charge de l'enseignement supérieur, réunis à Bologne, a donc vu le jour pour permettre aux étudiants européens de se repérer dans un espace européen d'enseignement supérieur harmonisé. Par cette déclaration, les ministres ont décidé d'harmoniser l'offre de formation universitaire en créant un schéma européen d'organisation des études. Le système LMD est né à partir de ce que l'on appelle processus de Bologne. Il convient de préciser, encore une fois, que ce processus dit de Bologne est un processus européen de réforme visant à créer un espace européen de l'enseignement supérieur, EES. Ce processus est inhabituel en ce sens qu'il est peu structuré et qu'il est dirigé par l'ensemble des pays qui y participent en coopération avec un nombre d'organisations internationales, dont le Conseil de l'Europe. Les grands objectifs de ce processus sont donc d'arriver, d'ici à 2010, à ce que les systèmes d'enseignement supérieur des pays européens soient organisés de telle sorte qu'il soit facile d'aller d'un pays à l'autre au sein de l'EES pour y poursuivre des études ou y travailler. 2. Que l'attractivité de l'enseignement supérieur européen augmente afin qu'un grand nombre de personnes originaires de pays non européens viennent également étudier et ou travailler en Europe. 3. Que l'EES dote Europe d'une assise solide de connaissances de pointe de grande qualité, et veille à ce que l'Europe se développe en tant que communauté pacifique et tolérante. 9. Cette réforme LMD répond aussi au souci majeur de promouvoir la coopération en matière d'évaluation de la qualité. Ce principe fondamental a été largement explicité au cours des sommets suivants. Ainsi, dans la déclaration du sommet de Prague en 2001, les ministres signataires ont reconnu le rôle vital que jouent les systèmes d'évaluation de la qualité dans la mesure où ils permettent de garantir des références de haut niveau et facilitent la comparabilité des diplômes en Europe. Toujours dans cette déclaration,
Les ministres ont réaffirmé leur attachement à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur qui soit cohérent et efficace, tout en restant diversifié et adaptable. Pour terminer cette section sur la pertinence de cette réforme en Europe, il convient de rappeler qu'elle témoigne avant toute chose de l'émergence d'un espace supraétatique dont l'objectif est l'harmonisation des pratiques. Pour prendre l'exemple d'un pays comme la France, jusqu'à la fin des années 80, les établissements avaient vocation à appliquer les règles définies par l'État. La réforme du LMD a donc marqué une nette rupture avec cette approche. À cela s'ajoute, et c'est crucial, le fait que la réforme LMD a apporté une certaine liberté aux universités dans ce qu'elle leur permet de définir en interne certaines de leurs règles, à réguler elles-mêmes la répartition de leurs moyens, à construire leurs propres projets et à structurer leurs activités. 1.4. Les grandes TAPES de la réforme LMD en Europe. Nous reprenons ci-dessous les grandes étapes de la réforme LMD depuis la déclaration de la Sorbonne en 1998 jusqu'à la déclaration de Bergen en 2005. Déclaration de la Sorbonne, 25 mai 1998. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie font une déclaration commune en vue d'harmoniser l'architecture du système européen d'enseignement supérieur, annexe 1. Déclaration de Bologne, 19 juin 1999. Les ministres de l'éducation de 29 pays européens poursuivent la réflexion sur la base de la déclaration de la Sorbonne et se fixent une série d'objectifs dont la réforme actuelle est l'aboutissement, annexe 2. Rencontre de Salamanque, 30 mars 2001. Plus de 300 institutions européennes se réunissent afin de rappeler les principes d'harmonisation du système européen d'enseignement supérieur, annexe 3. Conférence de Prague, 19 mai 2001. Une déclaration commune des ministres européens de l'éducation réaffirme la volonté de continuer les efforts sur les 6 points principaux définis à Bologne. Adoption d'un système de reconnaissance rendant les diplômes plus transparents et lisibles, mise en place de cursus universitaires fondés sur un premier cycle de 3 ans, introduction d'un système de crédit, promotion de la mobilité des étudiants et des chercheurs, développement d'outils communs évaluation de la qualité des enseignements, accroissement de la dimension européenne du contenu des cursus universitaires, annexe 4. Conférence de Graz, 29 au 31 mai 2003. L'EUA, Association européenne de l'université, organise la 2e convention des institutions européennes d'enseignement supérieur qui souligne le rôle moteur des institutions d'enseignement supérieur dans la conduite des réformes au niveau européen. Sommet de Berlin, 18 au 19 septembre 2003. Les objectifs de ce sommet sont de constater les progrès réalisés dans la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, ainsi que de baliser les priorités pour les étapes suivantes du processus, annexe 5. Sommet de Bergen, 19 au 20 mai 2005. Les ministres responsables de l'enseignement supérieur dans les pays participant au processus de Bologne se sont réunis pour faire un bilan à mi-parcours et fixer les objectifs et les priorités pour 2010. Ils ont accueilli l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine en tant que nouveaux pays participants au processus de Bologne. Ils ont, tous ensemble, confirmé leur engagement à coordonner leur politique par le biais du processus de Bologne pour établir l'espace européen de l'enseignement supérieur, EES, d'ici à 2010 et à assister les nouveaux pays participants, annexe 6. 1.5. En conclusion. En guise conclusion à ce premier chapitre, nous reviendrons encore sur les conséquences du dispositif LMD sur l'enseignement supérieur. Elles sont de 4 ordres. 1. Modification de la structure de l'offre de formation. 2. Rénovation des pratiques pédagogiques. 3. Amélioration de l'accueil et de l'accompagnement de l'étudiant et 4. Évolution des procédures d'habilitation et d'évaluation. Pour compléter la présentation du LMD et les enjeux de cette réforme, nous terminerons ce chapitre par quelques mots sur l'application de ce système dans quelques-uns des pays européens. En effet, par rapport à l'objectif pédagogique de cet ouvrage, il s'agit d'un préalable nécessaire dans le contexte actuel d'appréciation de cette réforme en Afrique,
Le message que nous voulons faire passer est d'amener à comprendre que le processus d'arrimage au LMD se construit pour chaque établissement, de manière progressive et à une vitesse relative. Pour prendre l'exemple de la France, il avait été prévu que l'arrimage des établissements au LMD devait être total à l'horizon 2012. Un bilan à la rentrée 2005 à 2006 montre qu'environ 70 établissements fonctionnent déjà en totalité selon le schéma LMD, en majorité depuis la rentrée 2004. On citera pour exemple Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2, Aix-Marseille 3, Clermont-Ferrand 1, Clermont-Ferrand 2, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Marne-la-Vallée, Valenciennes, etc. Pour la rentrée 2006 à 2007, nombre d'universités adopteront le schéma LMD, partiellement ou en totalité, c'est le cas de Bordeaux 3, Cergy-Pontoise, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 7, Paris 8, etc. À l'échelle européenne, et si l'on s'en tient à l'analyse de Keral 2005, on voit apparaître des situations différentes. Le Royaume-Uni et l'Irlande, par exemple, n'ont pas procédé à beaucoup de modifications, étant donné que leurs systèmes d'enseignement sont à la base de la réforme. À Chypre, au Danemark, au Liechtenstein et en Islande, un système comparable à celui du processus de Bologne existait déjà avant la mise en œuvre du LMD. D'autres pays, comme la Norvège, la Lituanie ou le Luxembourg ont déjà totalement intégré la réforme. En Espagne, on n'en est encore qu'au début. Certains établissements, comme l'Université autonome de Barcelone, UAB, ont déjà créé quelques cours pilotes qui visent à tester ce nouveau mode de fonctionnement. En Allemagne, la réforme a déjà pris de l'avance et les anciens diplômes, magistères et Staatsexamens disparaissent en faveur des nouveaux bachelors, licences et masters, dans la plupart des universités. Chapitre 2. État des lieux en vue d'une application réussie du système LMD au Gabon. 2.0. Introduction. L'objet de ce second chapitre est d'évaluer les possibilités gabonaises de réussir le pari d'un arrimage cohérent au LMD et une gestion efficiente de la réforme. Pour ce faire, nous prendrons à notre compte le résultat de la mission d'expertise du professeur Level, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, invité du 12 au 19 mai 2005 par le ministère de l'Enseignement supérieur et la coopération française pour accompagner le lancement officiel de la réforme LMD au Gabon. Nous développerons ici les principales observations qui découlent de cette expertise, qui sont orientées essentiellement autour de 4 points fondamentaux. 1. La construction d'un système LMD spécifique au Gabon. 2. La prise en compte de la logique CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dans la construction et la mise en œuvre de cette réforme. 3. Le nécessaire accompagnement pour réussir cette réforme d'envergure et 4. Les urgences incontournables au plan institutionnel. 2.1. Nécessite de construction d'un projet global. On se rappellera que les toutes premières discussions entre différents acteurs de l'université gabonaise au sujet de la réforme du LMD au Gabon ont consisté, au plan des principes, à vouloir opposer l'école canadienne et l'école européenne. Les héritiers de l'école canadienne pensant qu'il faut appliquer un LMD à l'identique de ce qui se fait en Amérique du Nord, alors que les héritiers de l'école française, plus pragmatiques, avaient opté pour une réforme à l'identique de ce qui est fait en Europe et notamment en France, dès lors que nous partons d'une situation à l'identique. Notre position est sans équivoque. On ne peut pas, 40 à 50 années après les indépendances, renouveler les erreurs tant décriées de l'imitation du modèle d'éducation et de formation de l'ex-colonisateur. D'ailleurs, la position du professeur Level est très claire sur ce point. On ne peut pas transférer, par un copier-coller, un quelconque système au Gabon, surtout pas un système français pour la bonne raison qu'il n'y a pas de système français, car chaque université a obtenu le droit d'expérimenter la mise en œuvre du LMD. L'important est que la philosophie et les principes fondamentaux du LMD décrits dans le chapitre précédent soient appliqués. Sur la base des mêmes principes, qui ont été clairement définis par le gouvernement de la République dans sa déclaration du 19 mai 2005, le Gabon doit donc inventer sa propre déclinaison du LMD. La meilleure solution, comme le fait justement remarquer le professeur Level, est de profiter de la nécessaire adaptation du système pour installer, dans l'université gabonaise, une culture du projet d'établissement.
Dans cette perspective, il lui semble préférable de basculer vers le LMD sur la base d'une vision partagée, d'une philosophie commune, plutôt que de façon forcée. La vitesse à laquelle le Gabon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.